Est-ce que c'est possible pour vous de me dire ce que vous pensez de la réforme des retraites ? C'est très agaçant. Faut rester poli. Je pense que ça va trop vite et trop loin. Trop vite et trop loin, et que effectivement il ne faut pas sacrifier la vie des Français. Il y a une vie après le travail. 64 ans pour beaucoup, c'est trop tard. Je trouve que c'est trop tard aussi et que ça fait chier. Voilà. Le travail, c'est un calvaire. Un calvaire dans lequel notre société, on essaie de s'affranchir comme on peut. Et ce serait bien que voilà, on soit accablé le moins longtemps possible. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Polytalks. Je m'appelle Marius Joly et aujourd'hui nous allons revenir sur la grande actualité de ces dernières semaines, la réforme des retraites. Souhaitant repousser l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et accélérer l'augmentation de la durée de cotisation pour atteindre 43 annuités d'ici à 2027, le gouvernement parle d'une réforme nécessaire pour sauver le modèle social, alors que les syndicats dénoncent pour leur part une réforme brutale et injustifiée. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Laurent Cordonnier, économiste, professeur à l'Université de Lille et membre des Économistes atterrés, un groupe d'économistes critiques des politiques néolibérales. Bonjour Laurent Cordonnier. Bonjour. Pour entamer cette discussion, je voudrais vous demander quel est l'état de notre système actuel. Gabriel Attal, ministre du Budget, nous annonce que c'est la réforme ou la faillite. Qu'est-ce qu'on peut dire du futur de notre système si on continue dans la même direction ? Alors bon, déjà si on donne la situation du système à l'heure actuelle, pour les 2 dernières années, il est excédentaire, le système des retraites. Donc on ne parle pas évidemment de la situation d'aujourd'hui, mais des projections qui sont faites sur l'équilibre du régime des retraites jusqu'à l'horizon 2070. Bon. Et il faut avoir un diagnostic, disons, en 2 temps pour donner l'évolution de ce système. Un premier temps sur les dépenses de retraite qui sont programmées ou projetées alors, avant réforme, puisqu'on fait une réforme pour essayer de parer, soi-disant, à une situation d'urgence. Donc, quelle va être l'évolution des dépenses, d'une part, et quelle serait l'évolution des recettes, et donc, éventuellement, le solde de ces régimes. Les diagnostics qui sont faits par le Conseil d'orientation des retraites, dans tous les scénarios imaginés, montrent qu'il n'y a aucun dérapage attendu des dépenses. Pourquoi ces dépenses n'explosent pas alors qu'on nous dit démographiquement, il y a quand même une dégradation du ratio démographique, il y aura plus de retraités et moins d'actifs pour payer les cotisations, alors comment se fait-il que ça ne va pas prendre encore une ampleur croissante dans le produit intérieur brut ? Tout simplement parce que depuis un certain nombre d'années, la baisse des pensions est programmée. Les nouvelles lois qui sont faites tous les 5 ans ou tous les 6 ans sur les régimes de retraite ont contribué et vont encore contribuer à dégrader les pensions des futurs retraités qui vont donc peser de moins en moins dans le produit intérieur brut. Donc le problème vient plutôt des ressources. Et en effet, dans un certain nombre de scénarios, et là il va falloir être un petit peu plus précis, dans un certain nombre de scénarios, il apparaît des déficits, mais dans le scénario qui pourrait être le plus raisonnable, bien que pessimiste, ces déficits ne sont absolument pas extravagants. Les déficits qui sont annoncés donc dans la période, disons, 2030-2070, déficits projetés, n'existent que dans le scénario le plus défavorable, si l'État maintenait son effort à l'équilibre des régimes de retraite tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est ce bout de phrase qui est un petit peu compliqué. Autrement dit, encore une fois, déficit important de l'ordre de 17 milliards d'euros chaque année, sur une quarantaine d'années. Important, mais on le relativisera considérablement. Ça se produirait, donc dans le pire des scénarios, ça se produirait comme ça, si l'État profitait, d'une certaine façon, de la baisse des pensions des fonctionnaires, qui va être très très forte. Il y aura une forte baisse des pensions allouées aux fonctionnaires, parce qu'il y a eu un fort décrochage des salaires des fonctionnaires sur les 20 dernières années par rapport aux salariés du privé, puisque les points d'indice ont été bloqués dans la fonction publique. Si l'État profitait de ça pour diminuer, disons, son effort de contribution au régime de retraite, en disant il n'y a plus autant de retraite à payer, donc je ne subventionne plus autant
les régimes de retraite, alors là, ça creuserait le déficit, nettement. Mais si l'État acceptait de contribuer toujours à hauteur de ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire les économies faites sur les retraites des fonctionnaires, finalement serviraient à payer les retraites des autres, d'une certaine façon, alors là, on serait dans le scénario de ce déficit très raisonnable, 16,8 milliards par an sur un horizon de 40 ans. Et c'est pas du tout insurmontable. Donc vous nous dites que ce déficit-là, il serait induit si l'État se désengageait, enfin mettait moins d'argent dans le système des retraites qu'il n'en met aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites. Exactement. S'il ne maintenait pas constant l'effort qu'il fait aujourd'hui pour financer les retraites des fonctionnaires, qui est à peu près autour de 11 points de 11 points de PIB, 11 points pardon de masse salariale, d'accord. S'il le maintenait pas à cette hauteur-là, en effet, il creuserait d'une certaine façon le déficit des régimes de retraite. Mais finalement, pourquoi cet alarmisme du gouvernement, si le système ne va pas s'effondrer? Il faudrait lui poser la question. C'est une excellente question. Alors, on peut penser la chose suivante. Enfin, je pense que c'est l'hypothèse la plus plausible. L'État a en quelque sorte l'État et les gouvernements de type libéraux ou néolibéraux ont une espèce de tabou, où se sont donné une espèce de corset, qui est de ne plus augmenter les cotisations sociales, pour financer les régimes des retraites, et même le président Macron va sans doute un peu plus loin dans sa visée stratégique, ou même dans l'idée que si nous arrivions à baisser la part des dépenses retraite dans le produit intérieur brut, on pourrait récupérer de l'argent public pour soutenir les services publics qui sont en déshérence ou en crise grave, comme l'éducation, la justice et la santé. Donc il y a dans le gouvernement et dans l'esprit du gouvernement ces deux gros verrous, d'une certaine façon. Le savoir, la connaissance de l'urgence qu'il y a à rattraper un certain nombre de services publics et à les conforter, en effectif, voire même peut-être en rémunération, et le fait de ne pas vouloir augmenter les impôts et les cotisations sociales. Rajouter 2 années d'obligation de travail, alors que finalement l'effort financier à faire est pas considérable, c'est vraiment un choix très très politique. Le gouvernement affirme également que les pensions des retraités vont baisser si on ne fait rien. Est-ce que c'est ce qui est constaté? Et est-ce que ce thème ne justifierait pas à lui seul une réforme finalement? J'aimerais bien voir ce que le gouvernement a dit exactement à ce sujet, parce que ce n'est une nouvelle pour personne, le fait que les retraites vont baisser, et c'est même le fruit des réformes précédentes. Tout ceci est programmé et déjà inscrit dans les projections du corps. Alors évidemment, ça varie suivant les scénarios, mais d'ici 2070, alors qu'aujourd'hui le niveau de vie moyen des retraités est à peu près équivalent à celui des actifs, le décrochage serait de l'ordre de 20%. Le projet du gouvernement n'est absolument pas d'améliorer ça. Il n'est pas question du tout de revenir sur les lois précédentes et de revaloriser l'ensemble des pensions de retraite pour que ce décrochage n'ait pas eu lieu. Ça fait même partie de l'équilibration des régimes. Un autre argument qui revient régulièrement, c'est l'augmentation des petites retraites. Le gouvernement veut porter la pension minimum à 1 200 € par mois. Est-ce qu'on a ici à faire un progrès dans le système précédent? Alors, la proposition qui est de porter le minimum contributif, comme annoncé par le gouvernement, à 1 200 €, qui est aussi présenté comme 85% du SMIC net, évidemment, ça représente un effort qui n'est pas totalement négligeable, mais qui n'est pas non plus considérable, pour l'ensemble de ceux qui auront cotisé 43 années au voisinage du SMIC, puisque on peut évaluer à peu près, ce sont les chiffres de Bercy et j'ai pas les moyens de les contrôler, on peut évaluer qu'en moyenne, en effet, ça contribuera à augmenter de 70 € les retraites de ceux qui vérifieront ces conditions.
C'est-à-dire que les salariés qui auront travaillé pendant 43 ans au voisinage du SMIC pourront bénéficier, avec cette nouvelle réforme, d'une revalorisation à peu près équivalente à 70 € par personne. Donc ça c'est incontestable. Maintenant, qu'est-ce que ça représente réellement? On pourrait dire comme effort de rehaussement des niveaux de vie de retraite, il faut faire les calculs assez précisément. Il y a une note justement des intérêts qui a été faite par Jean-Marie Haribé et qu'on peut trouver sur le site des intérêts, une note consacrée à ça. C'est que 85% du SMIC net, ça fait à peu près 1170 €. On n'est déjà pas à 1200. Bon. Mais le gouvernement a parlé de pension brute, de minimum contributif brut. C'est-à-dire que les gens ne toucheront pas 1170 € de pension. Il faut encore qu'ils payent la CSG, il faut encore qu'ils payent le remboursement de la dette sociale. Bon. Et donc ça leur ferait plutôt en net quelque chose comme 1120 € net, le minimum contributif. Donc on est déjà plus aux 1200 qui sont annoncés, qui font donc un petit peu de brouillard sur la situation réelle que verront les gens. Et pour en donner une idée, 1120 € net, ça vous met tout juste au-dessus du seuil de pauvreté. Puisque le seuil de pauvreté en France, si on le calcule suivant les conventions internationales, à 60% du salaire médian, le seuil de pauvreté en France, c'est à peu près 1100 € aujourd'hui. Donc vous avez juste les narines au-dessus de l'eau, n'est-ce pas, d'une vingtaine d'euros pour vous sentir un peu moins pauvre que les vrais pauvres. Bon. Donc c'est tout relatif en fait, cette protection, et puis on voit que c'est une protection finalement assez minimaliste, parce que la règle des 43 ans, elle est quand même très exigeante, quoi. Bon. Donc beaucoup de gens relativement déqualifiés, peu qualifiés, ont connu des carrières hachées par des périodes de chômage en particulier. Pour certains, quand on est au chômage, on peut encore valider un certain nombre de semestres, mais pour d'autres, les séquences ont pu être plus longues, voire des périodes d'inactivité. Donc pour ces gens-là, ce sera de toute façon pas ça qui sera obtenu. Ce sera au prorata du nombre d'années cotisées. Et donc un certain nombre d'entre eux, finalement, n'échapperont pas à ce qui est aujourd'hui le minimum vieillesse, un minimum vieillesse qui s'appelle maintenant allocation de solidarité aux personnes âgées, qui est de l'ordre de 961 €. On se compare aussi beaucoup à l'étranger, notamment à l'Allemagne ou aux pays nordiques qui ont des âges de départ en retraite un peu plus élevés. Est-ce que la norme ailleurs, c'est de travailler plus longtemps, et que vaut finalement cette comparaison ? Alors, il faut déjà rappeler quand on dit ça que dans la plupart des pays qui ont un âge de départ très avancé, de l'ordre de 65 ou 67 ans, il y a tout de même des possibilités de prendre sa retraite en fait avant, et évidemment au prix d'un certain nombre de décotes. Donc la réalité n'est pas qu'en Allemagne les gens partent en retraite en moyenne à 67 ans, ou que dans les pays nordiques ils partent en retraite à 65 ans. Il y a des possibilités de sortie avant, avec des décotes tout de même, qui sont quand même fortes. Il reste qu'une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que le système français est un des systèmes les mieux fichus aujourd'hui au monde, pour assurer une retraite décente à ses retraités. Mais c'est le produit d'une histoire, c'est le produit d'un choix politique. Nous avons fait le choix politique de nous payer des retraites relativement correctes, et encore, ça dépend qui apprécie ce discours. C'est un choix social, politique que nous avons fait, et nous avons fait aussi le choix de ne pas passer notre temps au travail. Bon. Ceci ne nous fait pas complètement sortir des clous financiers, à tel point que nous serions une bête curieuse. On l'a dit, les retraites sont programmées pour ne jamais dépasser 14% du produit intérieur brut. C'est quand même border sérieusement la part que nous accordons à ces transferts sociaux. Et puis la chose la plus importante à dire ici, c'est que on qualifie parfois notre système de trop généreux. Mais d'où vient cette générosité ? C'est la nôtre à nous-mêmes. C'est nous qui cotisons pour nous payer nos retraites. Il n'y a pas une manne généreuse qui tombe du ciel, qui vient du Créateur, ou qui aurait été ponctionné je ne sais à quel endroit. C'est bien les actifs d'aujourd'hui qui renoncent à une partie de leur salaire d'aujourd'hui
pour l'offrir d'une certaine manière aux retraités d'aujourd'hui, à charge de réciprocité, la génération suivante. Bon. Donc, il est complètement aberrant de nous confronter à des exemples d'autres pays qui ont fait d'autres choix, d'autres arbitrages, pouvoir d'achat quand on est dans la vie active, pouvoir d'achat quand on est retraité, et longueur du temps de retraite, ben ça les regarde. Ce sont des choix politiques. À partir du moment où nous sommes capables et nous sommes d'accord pour faire l'effort de financement par nos cotisations, où est l'obstacle? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de nature économique en tous les cas. On a pu voir que vous étiez assez critique envers cette réforme. Selon vous, quelles seraient les alternatives possibles? Est-ce qu'on peut envisager d'autres modèles de réforme ou même simplement envisager de ne pas réformer? Bon, oui, presque envisager de ne pas réformer parce que on l'a dit, c'est un petit trou financier quand même qui se présente. C'est vraiment pas quelque chose d'affolant. 16-17 milliards d'euros par an et de manière assez constante sur les 40 prochaines années, ça représente 5% des 330 milliards de dépenses de retraite par an. 5%, c'est pas un tsunami qui nous arrive. C'est un petit trou à boucher avec le pouce. Alors où on peut trouver cet argent? Donc il n'y a absolument pas besoin de réformer, il y a juste à modifier les modalités de financement du régime, et ça peut être fait assez simplement. Je peux peut-être vous donner une idée. Le CICE qui était le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a été voté sous François Hollande et puis qui s'est développé sous le mandat de monsieur Macron. Ce CICE qui a été transformé il y a quelque temps, en 2019, en baisse de cotisation sociale patronale, devenue pérenne, il coûte à l'État, ou disons aux caisses de sécurité sociale, 22 milliards par an. 22 milliards, et la plupart, les laboratoires de recherche qui ont étudié sérieusement l'efficacité de ce CICE, efficacité sur l'emploi, efficacité sur l'investissement, efficacité sur l'équilibre du commerce extérieur, ont trouvé quasiment aucune efficacité. L'hypothèse la plus favorable, c'est que ces 22 milliards nous auraient permis, ça reste des calculs et des études, ces 22 milliards nous auraient permis de créer et de sauvegarder à peu près 160 000 euros par an. Ça met le prix de l'emploi créé, pour les finances publiques, ça met le prix de l'emploi créé au-dessus de 100 000 euros par an. C'est une gabegie. C'est presque de l'abus d'argent public. N'est-ce pas? C'est 3 fois le salaire d'un fonctionnaire de catégorie A, de catégorie B. Bon. Donc on a des dispositifs qui baissent les cotisations sociales pour les entreprises, qui n'ont aucun bienfait, ni en termes d'emploi, ni en termes d'investissement, ni en termes d'équilibration du commerce extérieur, alors que c'était fait au nom de la compétitivité, qui n'ont donc contribué qu'à réaugmenter les marges des entreprises, d'1 à 2 points de valeur ajoutée. J'allais dire, ces 22 milliards nous tendent les bras, quoi. Il n'y a qu'à les réorienter purement et simplement vers le financement des retraites. C'est une possibilité. Une autre possibilité, ce serait d'augmenter nos cotisations retraite. Alors, on le fait pas. Et les libéraux, enfin, il faut faire un partage dans le on. Les gouvernants libéraux ne veulent plus procéder à des augmentations de cotisations sociales. Parce que de leur point de vue, ça augmente les coûts des entreprises et ça peut dégrader leur rentabilité et notre compétitivité extérieure. Mais en réalité, on peut très bien soit augmenter les cotisations sociales des salariés, on n'a qu'à nous demander notre avis. Et quand on nous demande notre avis, on est d'accord pour pas travailler plus longtemps. Et donc, il faut être conséquent. Ça peut être cotiser un tout petit peu plus. Cotiser 1 point de masse salariale en plus pour éviter 2 années de report de l'âge légal de la retraite, qui va le voir sur sa fiche de paye? Surtout si on organise les choses de manière à ce que ça ne touche pas les plus bas salaires et que ce soit progressif vers les plus hauts salaires. Donc, il reste toujours la possibilité de cotiser. Et ce qu'on veut, on doit se le payer. Il n'y a pas de miracle. Bon. Encore une fois, l'effort est très faible, à faire. L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que même quand on augmente les cotisations sociales patronales, ceci ne fait pas augmenter le coût du travail. Et ça, c'est rarement dit, mais il suffit de prendre des séries statistiques sur le long terme. En réalité, quand on augmente les cotisations sociales patronales, évidemment, dans un premier temps, le coût du travail augmente. Mais progressivement, les salaires nets n'augmentent plus aussi rapidement qu'ils auraient augmenté sans cette augmentation. Et donc c'est toujours le salaire net des salariés qui absorbe l'augmentation des cotisations patronales. Et on n'a jamais vu l'augmentation des cotisations
qu'elles soient patronales ou salariées, dégrader la part des profits dans la richesse nationale, dans la valeur ajoutée. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est que cette réforme, oui, elle est très politique, parce qu'elle essaie de nous déshabituer, nous les salariés, à dire nous avons construit une solidarité collective, intergénérationnelle, c'est nous qui nous sommes payés cette solidarité collective, on n'a jamais été prendre 1 euro de profit pour le faire, la sécurité sociale n'a jamais dégradé le ratio profit sur salaire, hein. Il est resté, les 70 dernières années, en fait, il est resté pratiquement très constant. Entre 1950 et aujourd'hui, les salaires ont augmenté exactement au même rythme que la valeur ajoutée produite par les salariés. Donc les profits ont à peu près suivi le même rythme. Donc on n'est jamais allé demander aux autres de payer notre retraite. Mais on veut nous en faire passer l'habitus, ou l'habitude. Et en fait, on veut nous séparer, d'une certaine façon, du concernement collectif que ça constitue, en disant, c'est nos retraites, laissez-nous financer nos retraites. Merci Laurent Cordonnier d'avoir répondu à nos questions, merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode de Polytalks consacré à la réforme des retraites. Vous pouvez dès à présent écouter ou réécouter tous nos épisodes sur Deezer et sur Spotify. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut!